écoutez Bruit pour qui a peur, épisode 2. Nantes, La Haye, 848 km. Bienvenue dans Backup, le podcast documentaire de Dive. Ma vision de la programmation, c'est donner un espace de liberté à des artistes qui, pour moi, sont visionnaires ou sont des figures tutélaires, qui sont des porteurs d'une flamme artistique, qui ont été des pionniers dans un domaine il y a 40, 50, 60 ans et plus. Lieu unique, Nantes, 18 novembre 2023, 19h42. Cet espace n'est pas qu'un lieu de diffusion, dans ce qu'il aurait de plus classique. Une salle de concert, une billetterie et un bar. Il est bien d'autres choses. Un laboratoire de création, d'expérimentation musicale, où la recherche fait partie intégrante du processus artistique, où les arts se côtoient, échangent entre eux, créant porosité et influence mutuelle. Le festival Rewire propose également un cheminement au travers de l'élaboration musicale. Un sillon qui se trace d'année en année, artiste après artiste, performance après performance. Mon petit beurre, c'est ton petit beurre, c'est lui notre petit beurre. Le petit beurre lui, qu'il est bon, le petit beurre lui. Fabriqué avec du lait, du beurre de qualité. Rien de meilleur pour la santé, lui est recommandé. Dans ce grand espace de création qu'est le lieu unique, on a auparavant fabriqué des petits beurres des décennies durant. Ce lieu, érigé en 1886 par la famille Lefebvre-Utile, marque d'une pierre significative les débuts de l'ère industrielle à Nantes. Fort d'un succès immense, l'usine grandit pour atteindre en 1913 une surface de 40 000 m², s'appuyant sur 1200 ouvriers pour une production quotidienne de 20 tonnes de biscuits. Petit beurre lu et approuvé. En 1943, Nantes n'est pas épargnée par les bombardements émanant de la Seconde Guerre mondiale. Les tours emblématiques de l'usine seront touchées, une sera complètement rasée en 1972, laissant place alors à un hôtel. La fin de cette aventure industrielle au cœur de la ville sonne alors en 1980, date à laquelle la production et ses 450 salariés restants sont transférés à la Haye Foissière. Lu, les bons petits beurres lus. Oh, qu'ils sont bons les lus, c'est un régal, délicieux. L'usine est alors petit à petit démantelée, laissant uniquement son annexe, située au quai Ferdinand Favre. Dès 1989, les immenses espaces restants deviennent alors des laboratoires d'expérimentation culturelle, portés notamment par la compagnie Royale de Luxe. Puis, une idée commence à germer dans la ville. Faire de l'ancienne usine un lieu de rencontre où le quotidien d'un bar, d'un restaurant ou d'une librairie côtoie l'art sous toutes ses formes. Quelques années passent, des délibérations, des débats, des projets, et la friche échappe à une potentielle démolition. À l'aube de l'an 2000, le lieu unique, Scène nationale de Nantes, est inauguré le 30 décembre 1999. Le lieu unique, c'est déjà une sorte de petite ville dans la ville, parce que c'est un lieu culturel dans lequel il y a aussi un bar, un lieu de vie, un restaurant, une crèche, un hammam. Ça a été pensé comme une petite utopie dans la ville de Nantes. Et c'est, je dirais, un lieu où on peut se permettre des choses aventureuses, en danse, en théâtre, en exposition, d'art contemporain, en débat d'idées, en musique, évidemment. Un lieu où la vie embrasse des formes de création contemporaine, des territoires d'expérimentation artistique, mélangeant les genres, les cultures et les formes d'expression. En 2021, la dernière pierre apportée au lieu unique se situe seulement à quelques centaines de mètres de celui-ci, avec l'ouverture de la Libre Usine, un lieu de résidence, de création, pour accompagner la naissance des formes artistiques de demain. Le lieu unique a toujours eu pour ambition de créer de la porosité entre les formes d'art, de participer activement au développement des artistes. La dynamique du lieu unique, je dirais que c'est un espace qui est ouvert à de multiples formes artistiques, qui est un espace ouvert sur la ville. Encore une fois, avec ce lieu de vie qui est un café où on peut juste boire un verre, venir avec sa poussette, ses copains, faire la fête jusqu'à 4h du matin, ce qui est un club qui fait partie intégrante du lieu, qui est dans son ADN. On peut aller manger, mais derrière ces murs, il y a aussi des salles de spectacle, il y a des artistes en résidence, il y a des artistes qui jouent devant du public, il y a des expositions de photos, d'art numérique. Voilà, c'est un lieu très vivant, très vibrant, où il se passe. On est ouvert 365 jours sur 365. C'est un lieu très très rare, je dirais, à Nantes, évidemment, en France, voire en Europe. On le sait puisque les artistes qu'on accueille sont à chaque fois ravis et émerveillés de trouver un lieu comme ça dans une ville qui est assez petite finalement, une ville de province européenne. On a une très grande chance d'avoir ce lieu. Enfin, moi, je me sens très heureux de travailler pour le lieu unique. Aujourd'hui, l'ancienne usine est devenue un laboratoire d'expérimentation.
où la musique côtoie la danse, le théâtre, la performance ou encore les arts visuels. De façon à ne plus traiter ces disciplines distinctement, mais d'en faire un tout palpable, favorisant les échanges transdisciplinaires. Le rôle de son programmateur actuel, Pierre Templet, est alors d'offrir une possibilité à de nombreux artistes de s'y exprimer, de tenter, de réussir, de rater. Tout cela en composant avec une donnée fondamentale. Osciller entre convertir un public, mais aussi lui donner l'occasion de s'aventurer dans des contrées de création qu'il n'aurait alors jamais côtoyées. Ma vision de la programmation, c'est donner un espace de liberté à des artistes qui, pour moi, sont visionnaires ou sont des figures tutélaires, qui sont des porteurs d'une flamme artistique, qui ont été des pionniers dans un domaine il y a 40, 50, 60 ans et plus. Des gens comme Laurie Anderson, des gens comme Steve Reich, Philip Glass, qui sont des très grands noms de la création contemporaine. Pour nous, c'est nos têtes de pont, quoi. C'est des gens qui portent vraiment l'ambition de ce que peut être la création artistique aujourd'hui. Et puis la jeune garde, tous les nouveaux venus qui explorent des nouveaux sentiers, justement hors des sentiers battus, qui sont dans les mêmes axes de création que des Laurie Anderson, que des Steve Reich, etc., que des Meredith Monk qu'on adore, et qui sont la voix de la création aujourd'hui. Et c'est notre rôle, c'est vraiment de leur donner un accès. Et si on peut faire ce pont entre les artistes, entre vraiment les légendes et puis la nouvelle génération, peut-être qu'on a réussi notre travail. C'est toujours un défi de présenter de la nouvelle musique, parce que les gens ne la connaissent pas. Bronke Smat, programmateur et directeur du festival Rewire. Mais c'est aussi, en tant que festival, et je pense que c'est la qualité d'un festival, que vous puissiez surprendre les gens, parce qu'ils viendront au festival de toute façon. Et ils ne s'intéressent pas toujours aux grands noms. Pour Rewire, beaucoup de gens viennent simplement pour découvrir de nouvelles musiques. Si les artistes sont inconnus, cela n'a pas vraiment d'importance pour eux. C'est un peu un problème de luxe en fait, cette position que nous avons. Mais nous programmons quand même des plus grands noms pour attirer de nouvelles personnes. Et souvent, elles découvrent et explorent de nouvelles musiques lorsqu'elles viennent au festival. Elles vont aussi dans des salles plus petites et découvrent de nouvelles choses. Il y a donc aussi toujours, je pense, une sorte de motivation derrière le fait d'avoir des plus grands noms. Oui, c'est toute la contrainte de l'exercice. Il faut à la fois inviter des grands noms qui vont plaire à un grand nombre de publics, parce que le lieu unique est un gros lieu à Nantes, même si on a des jauges de 500 places assises ou 1200 debout, mais il faut quand même avoir ces jauges-là. Mais on travaille aussi avec la Cité des Congrès, où on fait des concerts pour 2000 personnes. Il y a notamment Nils Fram qui va venir en concert dans quelques jours à la Cité, organisée par le lieu unique. Il faut trouver ces artistes-là, comme Nils Fram, qui sont à la fois dans l'exigence artistique la plus totale et qui plaisent au plus grand nombre de gens. Et le lieu unique permet ça quand même. On a une aura et une histoire créée par tous les gens qui ont travaillé avant nous pour attirer ces gens. On a des très bons contacts avec les agents artistiques, avec les artistes, avec tout le monde, avec les managers qui nous permettent ce travail-là. Et toujours être entre des choses assez grand public et puis vraiment de la découverte très pointue. C'est vraiment ce qui fait la force du lieu unique. Avec les années, le lieu a été identifié à l'international. Sa curiosité pour les formes nouvelles de création en ont fait un espace prescripteur, gage de confiance et de qualité pour les artistes et programmateurs, comme pour les publics. Oui, il y a clairement le nom est identifié, alors pas forcément partout en Europe encore, mais depuis 23 ans maintenant, il y a énormément d'artistes qui sont passés, de très grands noms.
Ruchi Sakamoto, Kraftwerk, Air, je sais pas, y a Patti Smith. La liste est très très longue d'ailleurs dans la tour du lieu unique, parce que pour ceux qui nous entendent, qui ne voient pas, le lieu unique est caractérisé par sa tour qui est vraiment un emblème de la ville. On a, à la réouverture de cette tour après travaux, fait fabriquer un kakemono, donc une longue liste de tous les artistes qui sont venus jouer au lieu unique depuis 2000. Et ça fait à peu près 10 mètres, 15 mètres de haut. Et c'est écrit très très petit. Donc on se sert de ce terreau-là, de toute cette expertise passée pour faire appel aux agents, aux managers, aux artistes. Et la confiance est assez facilement trouvée. À 848 km du lieu unique et de sa tour emblématique, le festival Rewire voit le jour en 2011, prenant place au cœur de la ville dans les différents espaces que propose la Haye. Différents par leur taille, leurs esthétiques ou encore leur programmation, mais reliés par un festival interdisciplinaire qui, au fil du temps, a fait se croiser concerts, performances, clubbing, conférences, projections ou encore installations plastiques. Le festival se déroule dans 15 à 20 lieux de la ville. Nous utilisons toute l'infrastructure de celle-ci. Il y a donc des théâtres, des boîtes de nuit, des galeries, des bars, des espaces abandonnés, des espaces publics. Tout ce qui est disponible en fait. Parce que chaque spectacle a besoin d'un environnement différent et que notre programme est très varié. Cela signifie également que vous avez besoin d'un grand nombre de lieux différents. Certains spectacles fonctionnent très bien dans une salle noire, d'autres dans une église, ou d'autres encore dans une boîte de nuit. C'est aussi ce que j'aime dans ce festival. C'est une exploration de la musique, mais aussi de la ville. Le festival commence à midi et se poursuit jusqu'à 6h du matin. Vous pouvez donc assister à des conférences, à des projections de films, à des ateliers, à des promenades sonores, à des concerts dans des théâtres et des églises. Puis, soudain, vous pouvez aller dans des boîtes de nuit jusque très tard, écouter des DJ. Et j'aime ce mélange qui permet de faire ce genre de voyage en une journée. Pendant la journée, on est confronté à des choses très académiques ou très profondes. Puis on écoute de la musique très difficile, comme on pourrait dire. Et puis le soir, on peut relâcher et profiter de ce moment pour aller voir un concert de rap ou un DJ set. J'aime beaucoup cette diversité. Ce n'est pas une bulle. Il faut toujours quitter un lieu pour aller dans un autre. Cela vous offre donc le temps d'assimiler ce que vous avez expérimenté juste avant. Au fil des années, Laurie Anderson, Nicolas Jarre, Stonewall Collective et Patti Smith, Ollie Herden, James Holden ou encore Mark Fell ont pu s'y produire. Un festival qui a su convaincre avec le temps, faisant découvrir et explorer d'immenses nuances musicales. En fait, ma principale motivation en tant que programmateur a toujours été de partager de la musique. J'ai donc commencé comme DJ en 2001. Je l'ai fait pendant 10 ans et j'ai également tenu un blog musical, à l'époque où les blogs musicaux existaient encore. Ensuite, j'ai commencé à organiser des soirées, puis je me suis lancé dans les festivals et ça a pris de l'ampleur. Et j'ai aussi fait beaucoup de curation pour d'autres festivals. Lorsque tu produis, c'est très simple, parce que c'est juste de la musique que j'ai très envie de partager avec d'autres personnes. C'est la même chose quand on est DJ ou quand on programme une boîte de nuit, une scène ou un festival. C'est la motivation intrinsèque, première. Mais ce qui est très important, en tant que programmateur, je pense, c'est bien sûr d'être attentif à ce qui se passe autour de toi, à ce que font les autres, et d'être très curieux. Je pense que c'est la qualité la plus importante à avoir. Faire preuve de curiosité et essayer de se surprendre soi-même, et toujours essayer de pousser plus loin ce que l'on essaie de programmer. 13 ans plus tard, notre programmation est très différente de ce qu'elle était au début. Bien sûr, nous avons beaucoup plus de connaissances et d'expérience en matière de programmation, mais nous essayons aussi de nous demander ce qu'est la musique aventureuse et ce que nous pouvons présenter au public. Par exemple, il y a 2 ans, nous avons reçu le Gamelan Salukat de Dawa Alit, un compositeur de gamelan très célèbre de Bali. Et vous vous dites peut-être, eh bien, cela ne correspond pas du tout à notre programme.
Mais en fait, cela s'est très bien passé. Et il y a beaucoup de similitudes entre la musique de gamelan contemporaine et la musique électronique. Si vous réussissez à établir ce genre de lien, je pense que vous devenez un programmateur intéressant. Une véritable tête chercheuse en Europe, s'efforçant de débusquer les formes musicales d'aujourd'hui et de demain, c'est en tout cas ce qui a motivé Pierre à leur offrir cette carte blanche. C'est des gens qui 24 heures sur 24 sont à l'écoute du monde et ont beaucoup de moyens et de temps pour être une antenne de tous les créateurs du monde entier. Beaucoup en musique, donc c'est toutes les nouvelles formes de musique à travers le monde. Il y a beaucoup de créations de premières mondiales qui ont lieu au festival Rewire. Et il y a des installations aussi d'art numérique ou des installations par des gens qui sont plutôt musiciens mais qui ont aussi des pratiques d'art plastique. Et c'est vraiment pour moi un temps privilégié pour une sorte d'instantané de ce qu'est la création musicale mondiale. Et c'était très important pour moi de pouvoir les inviter. Et ça intervient ça dans une démarche que j'ai ici depuis mon arrivée au Lieu Unique. C'est-à-dire de donner la place, donner une carte blanche à des labels ou à des festivals ou à des artistes qui me semblent être des gens très intéressants et qui m'ouvrent un monde, pas qu'à moi d'ailleurs, au public du Lieu Unique, qui n'est pas dans nos radars en fait. Donc voilà, cette invitation à ce festival permet, je pense, de pouvoir accueillir des gens qui sont très rares et qui vont marquer les années à venir. La carte blanche avec Rewire en particulier s'est mise en place parce que j'ai été au festival. Il y avait un focus avec beaucoup de professionnels et j'ai rencontré le directeur du festival, les programmateurs, et qu'on s'est très bien entendu, on avait des logiques communes. Et puis nous, on a le festival Variation autour des pianos, claviers, mais surtout des musiques aventureuses également. On avait énormément de choses en commun, beaucoup d'envies communes, et on était quasiment aux mêmes dates. Les festivals se déroulent en parallèle, et nous essayons toujours de collaborer avec d'autres festivals en Europe, par exemple pour permettre aux tournées de voir le jour. Nous avons donc toujours été en contact pour savoir quels artistes ils souhaitaient faire venir et si nous pouvions s'entraider. Et on échange quasiment quotidiennement au cours de l'année pour faire des offres en commun, pour faire venir des groupes en Europe et se partager à la fois les coûts de transport. Et puis en 2023, je pense que c'est important de penser une logique d'éviter les dates uniques et de partager les coûts écologiques de ce que peut être une tournée, puisqu'il y a beaucoup de gens, encore une fois, qui viennent en création mondiale à Rewire qu'on peut faire venir à Nantes. On est aussi associé à un festival qui s'appelle Broadcast à Bruxelles et on fait souvent des offres communes. Et donc c'est un dialogue quotidien. Et puis quand est venu le temps de programmer ma saison l'année dernière, je me suis dit il faut absolument qu'en plus de Variation, on a vraiment une histoire commune, je leur donne une carte blanche et je leur donne une voix, une place à part pour que les Nantais et puis même les gens du Grand Ouest puissent voir ce que c'est Rewire, et j'espère qu'ils auront envie d'aller découvrir le festival. C'est ce que nous avons fait, et maintenant nous sommes ici à Nantes, en train de discuter avant la première soirée du festival, et demain pour la deuxième. C'est très enthousiasmant. Manger des biscuits LULU, Lefebvre utile. Aucune contre-marque. Goûter tes pains folaises, abricots, pain d'Armor au pur miel, serviettes des grands, Lefebvre utile, Petit beurre lu et approuvé. Il est à peu près certain que Louis Lefebvre-Utile n'aurait jamais imaginé voir se produire dans son usine un grand nombre d'expérimentations artistiques. Encore moins que quelqu'un viendrait sur scène pousser de nombreuses vocalises au son d'un violoncelle déstructuré. C'est bien ce qui est arrivé et ce qui arrivera encore dans les années à venir, faisant du Lieu Unique un environnement de création, comme un chemin où se perdre. Il n'existe pas de jumelage institutionnel entre Nantes et La Haye. Pourtant, si l'on y regarde de plus près, on remarque des similarités géographiques, comme la ressemblance entre deux villes portuaires qui se regardent et se répondent du haut de leurs héritages industriels. Ces similarités, que l'histoire et l'espace ont dessinées presque involontairement et qui réapparaissent presque magiquement dans le son de ces villes, émanant du tumulte des machines, du brouhaha des ports, du bruit de leurs salles de concert. Vous venez d'écouter Tout est bruit pour qui a peur, Nantes, La Haye,
848 km. Deuxième épisode d'une série consacrée à la musique aventureuse. Cet épisode a été produit par Dype et le lieu unique. Direction éditoriale, Elias Temar, Lucas Mahé et Nicolas Cadot. Direction de la production, Nicolas Cadot et Elsa Gicchio. Conception et réalisation, Elias Temar, Lucas Mahé, Martin Symphorien, Nicolas Cadot et Théo Garçon. Direction artistique, Baptiste Ledigou, Lucas Mahé, Lucille Sauverzac, Martin Symphorien et Nicolas Cadot. Montage, Lucas Mahé. Mixage, Mathias Brelet. Les propos ont été traduits par Elias Temar et Lucas Mahé. Doublage par Colline Grondin, Tess et Wallis Fouché, Lucas Mahé et Elias Temar. Les entretiens ont été menés par Elias Temar au micro de Lucas Mahé. Cet épisode a été écrit et lu par Nicolas Cadot.